Allez, on va pouvoir démarrer tout doucement. Merci donc à tout le monde. Bienvenue au webinaire Les Mardis de la donnée de santé. Donc cet épisode consacré à l'intelligence artificielle en santé. On est presque sur la fin finalement de ce programme de la formation citoyenne sur le FNDS historique, en sachant qu'il y a encore quand même 2 autres épisodes. Donc quelques infos au passage sur les dates. Aujourd'hui, on se consacre sur le module donc d'intelligence artificielle en santé. Il y en aura 2 autres. La démarche Open Data qui aura lieu donc le 21 novembre prochain, et sur le projet de partage Vive Covid-19, un projet d'ailleurs porté par France Assos Santé, webinaire qui aura lieu le 12 décembre. Donc c'est une occasion encore une fois de vous remercier d'ailleurs de vous connecter, mais aussi de vous rappeler finalement le cadre général de cette formation citoyenne sur les données de santé, et en l'occurrence sur ce programme FNDS historique. C'est organisé, en tout cas ça a été coécrit et en collaboration avec France Assos Santé et l'adresse, et les modules ont été développés avec le soutien de la CNIL et de l'assurance maladie. Donc chacun de ces partenaires étant présent pour ces webinaires, à la fois pour les présenter, mais aussi répondre à vos questions et à vos réponses. Aux réponses, en tout cas apporter les réponses qui vont bien sur l'ensemble de vos modules. Et je l'avais déjà dit, et je le répète encore, on n'a pas systématiquement le temps de répondre à toutes vos questions pendant ce temps de module. Donc, on fera évidemment un retour relativement exhaustif dans les semaines prochaines. Chaque mois, donc, il y a ces modules-là. On va finir, donc ça, c'est ce que je disais aussi, le SNDS historique. Il y aura 2 autres programmes. Un programme sur les entrepôts de données de santé. En fait, c'est déjà en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez déjà télécharger les modules, mais on fera les mardis de la donnée de santé d'ici le mois, enfin, à partir du mois de janvier. Et il y aura un autre programme prochainement en ligne sur les données de santé environnement. Donc voilà l'ensemble des informations qu'il faut avoir. Alors je ne sais pas si j'aimerais bien démarrer, mais je vais vérifier. Eh bien, Marjorie est arrivée, c'est très bien. Ce qui va me permettre de démarrer par un tour de table, et après on entrera directement dans le vif du sujet. Donc avant tout, je suis Caroline Guillot, directrice citoyenne du Data Hub, et donc m'accompagne pour ce webinaire. Tout d'abord Arthur Dauphin, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Arthur Dauphin, je suis chargé de mission numérique en santé pour France Asso Santé, qui est une fédération du coup d'associations de patients et d'usagers de la santé. Merci. Marjorie Boussac. Marjorie Boussac, je coordonne l'activité d'EMEX qui met à disposition les données du SNDS pour les projets qui ont obtenu une autorisation CNIL, et je travaille à la CNAM au sein de la DSES, donc la direction de la stratégie et des études statistiques. Merci beaucoup. Hervé Servi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Hervé, je travaille pour une société qui s'appelle Sanoya et donc nous avons le plaisir d'accompagner le F-Data Hub car nous sommes ce qu'on appelle une société de recherche clinique. Donc forcément la question de la data et du numérique nous est familière, et donc nous accompagnons le HDH et l'ensemble des partenaires sur la construction et le contenu de ces présentations citoyennes. Merci beaucoup. Claude Gissot. Bonjour, donc Claude Gissot, je suis à la DRES, donc Direction de la recherche, études, évaluation et statistiques du ministère de la Santé et de la Prévention, et je travaille sur les données de santé et j'accompagne évidemment ce projet-là au titre de la DRES. Merci. Merci beaucoup. Et je me permets juste de dire et de signaler que 2 autres personnes nous aident beaucoup, hein, mais elles ne mettent en généralement pas leur caméra, mais elles sont présentes, elles aident à l'animation et à répondre aussi à l'ensemble de vos questions. C'est Kenan et Ben, que donc je salue et que je remercie au passage. Donc, qu'allons-nous voir et apprendre pendant ce module? L'idée, c'est vraiment de vous plonger dans un projet qui est mené par une équipe qui a notamment un besoin donc donné du SNDS. Et on va aborder véritablement les points clés de ce qui fait l'intelligence artificielle. Par exemple, est-ce qu'il faut beaucoup de données pour qualifier ça d'un projet d'IA? Pourquoi utiliser des outils d'intelligence artificielle, et de quels outils parlons-nous? L'IA permet quoi finalement? Quelles sont ses ambitions, son champ des possibles, mais aussi est-ce qu'il y a des limites? Et puis, de quoi a besoin une équipe pour mener ce type de projet? Donc, je vais laisser, voilà le cadrage général. Je vais laisser là la parole à Arthur qui va pouvoir démarrer.
Merci beaucoup, Caroline. Alors, du coup, comme on l'a fait sur les autres modules, on va repartir finalement du parcours de personnes. Et donc, en l'occurrence, on va commencer avec Jérémy, qui est rhumatologue, donc médecin, et qui veut évidemment, comme tous les médecins, toujours mieux soigner ses patients. Alors, Jérémy, il se trouve qu'il est chercheur au sein du CHU de Grenoble, dans notre exemple. Et pour rappel, hein, les maladies rhumatologiques, ce sont celles qui touchent les articulations, les os, les muscles, les tendons, et qui représentent donc un grand fardeau pour les patients, puisque c'est des limitations à se déplacer ou à effectuer beaucoup de tâches de la vie quotidienne, par exemple. Et ce sont aussi des maladies qui sont difficiles à traiter parce qu'elles ont des causes qui sont très multiples et elles ont des manifestations, des symptômes qui peuvent être très différents d'un patient à l'autre. Et donc, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de thérapeutique, donc de médicaments ou de protocoles qui seraient uniques et qui fonctionneraient sur tout le monde. Et donc, Jérémy, en tant que médecin, il va devoir prendre en compte finalement toutes les caractéristiques de son patient pour lui proposer le traitement qui soit le plus adapté. Et pour Jérémy, en tant que médecin, ce serait plus facile s'il pouvait prédire la réponse même à un traitement avant même de le coucher sur l'ordonnance et de le prescrire. Et donc aujourd'hui, on va suivre justement Jérémy et son équipe dans la mise en œuvre d'un outil d'intelligence artificielle. On va le voir, il y a Jérémy en tant que médecin pour les soins, il va y avoir une équipe projet, on va parler aussi de la question des data, comme Caroline, tu l'as bien esquissé. Donc on va voir tous ces éléments-là au fur et à mesure. Et donc, effectivement, pour commencer, l'équipe de Jérémy, elle va vouloir, on l'a dit, améliorer la prise en charge des patients. Et sur la base de son expérience clinique, ce médecin, en échangeant avec des collègues aussi, il va observer ou estimer que près d'un tiers des patients cessent leur traitement au bout de quelques mois, ce pour différentes raisons. Et donc, évidemment, Jérémy et son équipe vont chercher des nouvelles solutions pour améliorer cette prise en charge. Et en particulier, ils veulent s'assurer en tout cas que chacun des traitements prescrits soit réellement le plus efficace pour le patient. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui un vrai questionnement, un vrai problème? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, un traitement, il est plus efficace s'il est initié au bon moment. Et donc, si on rate l'opportunité, ça peut être le début de l'apparition de la maladie ou ça peut être avant certaines complications, eh bien, le traitement sera moins efficace. Et donc, si on a plus de risques parce qu'on est exposé à un traitement inadapté à un patient, c'est d'avoir pas de bénéfices et trop de risques, et ce n'est pas une bonne chose évidemment. Comment on pourrait prévenir ce problème? Eh bien, pour l'instant, il faut se le dire, on y arrive très mal. Il n'existe pas, par exemple, de tests biologiques, donc de prise de sang pour prédire de manière fiable la réponse au traitement, par exemple. Donc, finalement, Jérémy et son équipe, ils aimeraient bien une autre approche, et c'est comme ça qu'ils vont arriver à cette idée développer un outil qui permettrait justement la personnalisation de ces traitements. Et en fait, ils veulent simplement, le plus possible, prédire la réponse des patients, en rhumatologie dans notre cas ici, à des traitements innovants pour être sûr de proposer un traitement personnalisé à chaque patient. Donc, ils vont baptiser ce projet Rhumatix. Vous allez voir qu'il va y avoir Rhumatix et d'autres noms un petit peu au fur et à mesure de ce module. Et surtout, qu'est-ce qu'on entend finalement par traitement personnalisé? Eh bien, on l'a dit, prendre en compte les caractéristiques de chaque individu pour proposer le meilleur traitement possible au meilleur moment et donc à chaque fois pour la bonne personne. Donc ça va impliquer de prendre en compte de nombreuses variables pour chacun des patients que Jérémy va traiter, que ce soit l'historique des traitements précédents, l'efficacité, l'âge, le niveau d'activité de la maladie, des valeurs de biologie ou de prise de sang aussi. Bref, le champ peut être très large, on va le voir. Et qu'est-ce que devrait faire demain du coup cet outil rhumatique? C'est prendre, compiler toutes ces variables, toutes ces informations sur chacun des patients et puis dire si oui ou non le patient va répondre au traitement. Évidemment, avec une certaine probabilité, et on va le discuter un petit peu après. Donc, Rhumatix, il va devoir faire tout ça, et l'objectif, in fine, c'est d'aider le médecin à prendre sa décision à partir des données du coup de nombreux patients. Et donc, les bénéfices médicaux escomptés pour les patients, c'est ce fameux meilleur traitement au meilleur moment pour chaque patient. Et donc, l'idée, c'est que l'outil va pouvoir donner en quelques secondes, entre guillemets, une indication, en tout cas au médecin, pour lui dire si le patient a de bonnes chances ou non de répondre au traitement qu'on pourrait lui proposer. On va avoir, entre guillemets, l'information rhumatique qui va dire, ce traitement est recommandé pour ce patient, parce qu'on peut prédire qu'il y a une bonne chance de répondre au traitement. Donc, on va dire, il faut l'initier. Il peut aussi dire que le traitement n'est pas recommandé. Alors, c'est de dire, on va prédire qu'il y a risque de non-réponse chez le patient. Et donc, il va falloir envisager d'autres traitements, évidemment, ce qui est une bonne chose, parce qu'on veut aussi éviter que les patients aillent de médicament en médicament et cumulent les effets indésirables. Il va pouvoir aussi donner une indication sur la question du suivi du patient et, par exemple, de donner une information quand est-ce que ce serait le moment optimal pour initier, commencer ce traitement, justement. Et donc,
avant qu'on repasse du coup justement à toutes ces questions, quelles sont les données, comment on va pouvoir mettre en œuvre ce projet très concrètement, c'était juste l'occasion de vous rappeler en quelques instants qu'on parle bien dans cette intelligence artificielle en santé d'aide au diagnostic et qu'en aucun cas on ne remplace finalement la décision du médecin. Parce qu'il y a beaucoup de variables justement à prendre en compte, certaines variables qu'on va pouvoir avoir et puis d'autres aussi qui sont parfois plus liées aussi à l'humain, à l'entourage du patient, à la vie du patient. Et on faut rappeler que la prise en charge, la prise en compte des traitements se fait aussi en décision partagée et donc le médecin, en tout cas l'outil d'intelligence artificielle, le Rhumatix, ne peut pas prendre la décision tout seul. Donc je vais laisser la parole maintenant arriver qui va nous expliquer un peu comment on peut essayer de répondre justement à ces questions assez complexes, du coup, avec l'intelligence artificielle et les data. Alors, merci Arthur. Alors, peut-être petit préalable pour qu'on soit tous un petit peu alignés finalement sur quand est-ce qu'on requiert une intelligence artificielle. Je pense qu'il était important de poser le contexte. Si on imagine, entre guillemets, des tableaux d'information, par exemple dans la colonne de gauche, on imagine un tableau assez simple avec finalement une seule variable, donc un seul élément susceptible d'expliquer un phénomène. Finalement, ça, c'est très simple à gérer pour un humain. Si la liste devient très longue, j'ai envie de dire, un bon vieux tableur Excel suffira amplement. Dans l'exemple du milieu, quand on commence à avoir un petit peu plus de variables, finalement, là, on peut toujours finalement rester dans une logique finalement d'informatique classique, c'est-à-dire que je sais effectivement les variables que je vais vouloir utiliser pour expliquer un phénomène, et donc je vais faire des opérations dessus, des opérations entre guillemets que je suis capable d'expliquer et que je suis capable entre guillemets d'anticiper. Quand on va arriver dans le monde de l'intelligence artificielle, c'est qu'en général, l'on a des tableaux plus larges que longs, c'est-à-dire que le nombre de variables que l'on va souhaiter intégrer et qui potentiellement, peut-être, peuvent contribuer à expliquer un phénomène, devient très très grand et où à la fois les méthodes classiques d'informatique ne fonctionnent plus et puis surtout où j'ai envie de dire le côté effectivement on sait par avance ce que l'on va intégrer, quel poids on va donner à chaque variable dans la prédiction d'un phénomène ou dans l'imputabilité d'un phénomène, on le sait. Donc déjà l'intelligence artificielle s'engage quand il y a une grande nombre de colonnes, donc de variables. Alors, petite parenthèse, effectivement, qu'on peut aborder sur ce slide suivant, c'est qu'en général, l'intelligence artificielle va prendre, entre guillemets, on va le nourrir avec des caractéristiques, des informations sur une personne, dans le but à ce qu'elle produise une réponse. Mais ce qui est important, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est majoritairement de l'apprentissage automatique, hein, ce qu'on appelle du machine learning. Ça a besoin d'apprendre, c'est-à-dire qu'on va nourrir, hein, le terme est un peu gargantuesque, mais c'est volontaire. Donc, on va nourrir finalement l'algorithme afin qu'il mette au point un modèle. Alors, ce qui est important de voir, c'est que déjà, finalement, est-ce qu'il y a une limite aux données que l'on peut lui fournir? Théoriquement, non. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle se prête très bien à des modèles avec énormément de variables. En médecine, pourquoi s'arrêter seulement aux données médicales? Est-ce que l'environnement, les conditions météo, les pollutions ne pourraient pas être des facteurs explicatifs? De la même manière, certaines données peut-être de comportement d'activité physique. On est dans la rhumatologie, l'activité physique pourrait avoir une importance. Est-ce que peut-être la manière de marcher serait peut-être aussi un indicateur de est-ce que c'est le bon moment d'engager tel traitement? Tant qu'on ne l'a pas testé, finalement, on ne peut pas le dire. Donc, il y a cette idée que dans les intelligences artificielles, on n'est pas limité sur les données, mais il faut être aussi très modeste sur le fait de dire qu'il y a de nombreuses données que l'on n'a pas. Et on va voir dans les exemples suivants même des bases extrêmement exhaustives, peut-être parfois par construction, ne sont peut-être pas si totalement exhaustives, parce que par exemple, en rhumatologie, certains, entre guillemets, petits traitements donnés à certains moments pourraient avoir une grande importance et malheureusement sont peut-être absents de certaines bases. Et donc l'idée, c'est qu'on va entraîner donc des algorithmes qui vont mettre au point des modèles et ces modèles, après, on va les tester. Et tout de suite en parler, il y a un gros, entre guillemets, défaut à l'intelligence artificielle, c'est que le nombre de colonnes étant très important, et finalement que les algorithmes manipulant ces colonnes, disant, bah, tiens, celle-là, elle semble importante, je la garde, celle-là, finalement, ne fait pas beaucoup varier, je l'éjecte, il n'est pas toujours très explicatif. On ne peut pas finalement facilement l'expliquer. On est capable de prouver que ça marche, mais de comprendre pourquoi ça marche, il y a ce qu'on appelle parfois un phénomène boîte noire. Et c'est un des grands défis
dans l'IA en santé, c'est de dire, tant pour les médecins qui ont besoin quand même de dire, mais au fait, pourquoi l'algorithme a pris telle décision? Elle n'a pas l'air mauvaise, mais quel était son rationnel? On n'est pas toujours capable de l'expliquer tellement il est complexe par le nombre de variables. Et puis, il sera bon aussi de pouvoir l'expliquer aux patients, de dire c'est en raison de telle et telle chose, de la douleur que vous m'avez rapportée, de telle chose, que l'algorithme suggère. Effectivement, je trouve que cette décision est plutôt bonne pour vous. Et donc, c'est vrai que ça va être un des défis, mais qui dépasse largement le cadre de ce webinaire. Donc voilà, la petite introduction à pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'engager de l'IA dans un projet de ce type-là, de par la complexité, le nombre de données et le mécanisme général, et donc de l'apprentissage établissant un modèle. Arthur? Non, c'est Marjorie, moi qui pardon. reprends. Pardonne. C'est moi qui reprends. Merci Hervé. On va revenir sur notre cas concret de Jérémy, chercheur, qui veut donc mobiliser des données pour entraîner l'outil Rheumatics. Et donc pour cela, il a de la chance. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Pour cela, il a de la chance, donc je disais, parce qu'il connaît un projet, qui est le projet Bioruma, qui est porté par le CHU de Grenoble. Ce projet a suivi 1000 patients en rhumatologie, partout en France, pendant 200, après l'initiation d'une biothérapie entre 2015 et 2018. Les investigateurs, donc le CHU de Grenoble, ont également réalisé un suivi en vie réelle des patients par l'intermédiaire de questionnaires déclaratifs, ainsi que des mesures de leur activité physique par des appareils connectés. Donc, on se pose une question, est-ce que Jérémy peut réutiliser les données de la cohorte Bioruma? Ben oui, puisque l'étude Bioruma a bien archivé les données collectées et qu'en plus, la réutilisation de données issues d'un projet de recherche, comme le projet Bioruma, est possible si Jérémy respecte certaines conditions dont l'information des personnes et des formalités dédiées qu'on va lister par la suite dans cette présentation. Donc, on a vu que l'étude Bioruma a collecté un certain nombre de données, donc comme le niveau d'activité de la maladie, des résultats d'examen biologiques, la dose, la posologie et la fréquence exacte du traitement, ainsi que des scores de qualité et l'activité physique des patients grâce aux objets connectés. Mais on sait aussi la réponse des patients à la biothérapie, bien sûr. Mais on sait aussi que, par ailleurs, la réponse au traitement pourrait être influencée, comme l'a dit Hervé, par d'autres traitements pris par les patients en même temps ou par le passé, donc au cours d'une trajectoire thérapeutique. Et donc, Bioruma n'a pas forcément recensé de façon exhaustive tous ces traitements. Et donc, on a besoin de données complémentaires. Et donc, de façon schématique, ici, on voit que l'étude Rheumatics a besoin de données cliniques collectées par le projet Bioruma, mais aussi de l'ensemble des traitements au sens large, que ce soit les médicaments délivrés en ville ou à l'hôpital, de ces mêmes patients de la cohorte Bioruma, sur la période d'étude, et on l'a vu même avant. Donc, une question se pose, où est-ce qu'on peut trouver ces données de consommation de médicaments? Eh bien, en France, on a une chance inestimable, c'est d'avoir le Système national des données de santé, le SNDS. Le SNDS est une base nationale qui regroupe tous les remboursements de soins d'une personne. Ce sont des données qui proviennent de l'assurance maladie. Et ces données sont chaînées aussi à toutes les informations qui proviennent des établissements hospitaliers. Donc, il y a un chaînage entre les informations qu'on peut avoir à l'hôpital et toutes les consommations de soins lorsqu'un patient a affaire à un professionnel de santé. Ces données sont aussi chaînées aux causes médicales de décès, mais qui nous importent un peu moins ici. Donc, ces données, elles sont très sensibles et elles sont soumises à une réglementation juste avant, elles sont soumises à une réglementation pour leur utilisation. Donc là aussi, Caroline va nous le détailler par la suite. Et il est important, vu qu'elles sont très riches, de demander le strict nécessaire des données qui vont être utilisées lorsque on les demande pour un projet. Donc, résumons la situation. Jérémy a besoin pour son projet Rheumatics des données cliniques qui proviennent de Bioruma, mais aussi des données médico-administratives du SNDS. Donc, quelles sont les données qui sont mobilisées?
On a les données des historiques médicamenteux, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Donc là, ce sont les qu'on appelle SNIRAM ou celles issues du PMSI. On a besoin de ces données pour quelles personnes, pour quelle population? Eh bien, pour les personnes qui ont participé à la cohorte Bioruma. Donc, pour cela, on va procéder à un appariement entre les personnes de Bioruma et les personnes qu'on va retrouver dans le SNDS. Et on a besoin de ces données sur quelle profondeur? On l'a vu, Bioruma, c'était 2015 à 2018, mais on souhaite avoir un historique de 300 auparavant. Donc, on souhaite avoir une profondeur qui couvre les périodes 2012 à 2018. Donc, si on reprend notre schéma de tout à l'heure précédemment, en haut, on a les données cliniques qui proviennent de Bioruma relatives à la biothérapie et pour lesquelles on a une réponse du patient au traitement. En bas, on a une extraction du SNDS avec tout l'historique médicamenteux exhaustif sur ces mêmes patients de Bioruma sur la période 2012 à 2018. Et donc, le projet Rhumatix est permis par le croisement de ces données qui sont complémentaires, celles qui sont récoltées pour Bioruma et celles qui constituent les bases médico-administratives. Donc, elles sont issues, on l'a vu, de sources différentes et elles vont alimenter donc l'algorithme d'intelligence artificielle. Et donc, on se dit, super, Jérémy sait où trouver ces données, il connaît le projet Bioruma, il connaît les données du SNDS, donc il sait où les trouver et donc il va pouvoir se lancer. Eh bien, pas tout à fait, parce qu'on va voir qu'effectivement, il y a des besoins opérationnels. Donc, va vous exposer maintenant, Caroline. Effectivement, c'est ce qu'on vient de voir et tu l'as largement exposé. Trouver les données, c'est déjà une grande étape et ce n'est pas suffisant. En pratique, l'équipe de Jérémy va avoir besoin de plusieurs choses, de plusieurs besoins opérationnels pour pouvoir faire de l'IA, un espace sécurisé, de l'expertise et une plateforme. Donc, d'abord, un espace sécurisé pour rassembler toutes les données. C'est aussi, elle peut avoir besoin de l'aide d'experts qui vont chaîner, apparier les données. Elle va avoir besoin, cette équipe aussi, de conseils pour manipuler les données dans un process d'intelligence artificielle. Et puis donc, troisièmement, elle peut avoir besoin d'une plateforme technologique spécifique parce qu'elle a besoin d'une puissance de calcul suffisante. Donc, je vais développer justement l'ensemble de ces points. Et avant de les développer, un petit passage sur slide suivante, le cadre réglementaire. On en a parlé largement dans les différents modules. L'un est même consacré à celui-ci. Là, on décrit cette parenthèse de cadre réglementaire dans une démarche standard, mais on a bien ce circuit de validation du projet qui démarre par le dépôt du protocole d'étude au guichet du S-Data Hub, qui va d'ailleurs vous accompagner tout au long en fait du projet. Et puis, une fois déposé donc au guichet, qui vérifie notamment la complétude de ce protocole va être soumis à l'avis du comité éthique et scientifique, le CESRES, qui est un comité indépendant du S-Data Hub, et puis donc qui va évaluer la finalité, la méthodologie, et mettre un avis. Si cet avis est positif, alors le protocole passe à la CNIL, qui est la seule autorité donc indépendante et compétente pour autoriser l'accès aux données. Et donc, elle regarde évidemment la protection des données, elle vérifie qu'il y a bien un respect de la réglementation en vigueur en matière de protection des données. Et c'est ensuite qu'il y a cette fameuse étape de mise à disposition des données, notamment donc, par l'assurance maladie. À noter, alors, ces slides, je rappelle, sont téléchargeables et vous avez l'accès aux liens, donc, qui sont des liens hypertextes, pour avoir plus d'informations et notamment ce guide pédagogique qui est vraiment très bien fait pour ceux qui le souhaitent. Donc, poursuivons sur notre histoire et sur cette équipe qui a besoin, comme on l'a dit, d'un espace, d'abord d'un espace projet sécurisé. Un terme finalement que vous avez peut-être déjà entendu, dont vous avez déjà entendu parler. Elle a besoin d'un espace donc de travail informatique pour regrouper les données dont l'équipe de Jérémy a besoin et pour lesquelles, je rappelle, il a eu l'autorisation, les données pour ce projet. Des données qui proviennent d'ailleurs de sources qui sont différentes. Et il a besoin que cet espace soit sécurisé parce que les données sont sensibles. C'est donc une bonne occasion, et ça un peu répond en partie
à des questions qui sont déjà soulevées là, dans le chat, de rappeler que dans ces données sensibles donnent lieu à un cadre spécifique et qui n'est pas inutile de rappeler. Les données personnelles de santé, elles sont régies par un cadre réglementaire strict et il faut que celui qui porte le projet, bien entendu, s'assure d'informer les personnes de l'usage de leurs données. À ce propos, je le dis aujourd'hui, il y a un module de formation citoyenne qui est en cours de construction et qui sera consacré à ce sujet de l'information et qui sera diffusé en 2024, tout début 2024. Donc, s'assurer d'informer, s'assurer que l'espace de stockage est géré par un service d'hébergement sécurisé certifié, indiquer tous les traitements réalisés. Ça veut dire simplement d'enregistrer et d'être transparent là-dessus sur les opérations qui sont effectuées. C'est aussi faire une analyse de risque. C'est aussi respecter les règles de protection de la vie privée qui sont définies par la réglementation en vigueur. L'autre besoin de l'équipe de Jérémy, c'est une plateforme technologique qui permet de recevoir, de stocker, de traiter et de visualiser les données de santé pour lesquelles l'équipe donc a obtenu une autorisation pour mener son projet d'utilité publique, donc qui améliore la santé de tous. Et la plateforme du Health Data Hub permet finalement cet espace, ce traitement sécurisé des données sensibles, tout en répondant bien sûr aux besoins fonctionnels de l'équipe de Jérémy, qui fait donc de l'intelligence artificielle. Donc voilà comment ça se passe. Jérémy, il a fait le choix de la plateforme du Health Data Hub pour utiliser les données. Il a un espace projet dédié à son projet, isolé de l'extérieur, et il va pouvoir utiliser plusieurs outils de traitement de données. Il est considéré comme un utilisateur habilité. C'est-à-dire qu'il va se connecter à distance depuis son propre poste de travail à cet espace projet, mis à disposition donc, par le hub. Il va trouver ses données appareillées à celles du Système national de données de santé et il peut analyser les données sans qu'elles passent par son poste local. Et les données ne peuvent pas être extraites de la plateforme. Ça, c'est évidemment une condition absolument essentielle. Donc, l'équipe de Jérémy, pour la slide suivante, peut avoir besoin aussi, en complément, d'une expertise pour appareiller les données. C'est si l'équipe veut enrichir une base de données, Bioruma, avec d'autres données issues d'autres bases, en les reliant entre elles. Donc, il y a deux types d'appareillement, tels que décrits donc, dans la slide. L'appareillement direct, c'est quand vous avez finalement le numéro de sécurité sociale. Alors, vous avez un identifiant commun pour relier le patient de la base Bioruma, par exemple, et de la base donc, SNDS. Si vous n'avez pas cet identifiant, alors on fait de l'appariement indirect. Donc là, vous allez créer un pseudo-identifiant, car vous avez par exemple le sexe des patients, l'année de naissance, la commune de résidence, la date d'hospitalisation, et en bref, c'est une combinaison de variables qui vont être suffisamment discriminantes pour retrouver toute personne, ou presque, de la base Bioruma dans le SNDS. Ce qui devient donc, pour l'équipe de Jérémy, aussi un peu un challenge qui est de dire quand ils n'ont pas finalement ce numéro de sécurité sociale. Il doit faire cet appariement indirect et il a besoin d'aide tout simplement pour connaître par exemple les variables qui sont disponibles dans le SNDS et la structure générale des tables. Et il peut pour ça mobiliser l'assurance maladie mais aussi le Health Data Hub qui sont des experts pour pouvoir l'accompagner. Mais passé cette étape, et une fois ces conseils obtenus, l'équipe de Jérémy a encore quelques jalons pour réussir son projet en intelligence artificielle. Et elle va avoir besoin de conseils, la suivante, pour nettoyer, pour organiser, pour documenter les données. Plus elles sont propres, plus elles sont complétées, structurées, organisées, plus il est facile pour un algorithme de les utiliser comme exemple. Et une donnée qui est mal catégorisée ne permet pas à l'algorithme de s'améliorer. L'équipe de Jérémy, elle aura aussi besoin de conseils sur les outils pour construire et entraîner et tester donc son propre modèle. Le développement d'un algorithme, ça nécessite des outils de programmation spécifiques tels que R, Python, etc. Alors, slide suivante, je crois, quelles vont être les prochaines étapes du projet? Eh bien, c'est là d'ailleurs où on voit que ces projets d'intelligence artificielle ne se font pas en un claquement de doigts, qu'on est bien dans de la recherche, que ça demande du temps long. Une fois l'outil créé et validé sur des premières données, il reste
des étapes avant l'utilisation. Donc, par exemple, il faudra valider le modèle avec une véritable étude en vie réelle. Il faudra se conformer à un cadre réglementaire d'utilisation et informer les patients de son existence. Il faudra informer et former les médecins à l'utilisation de l'outil, mais aussi à ses limites en termes de plage de fonctionnement. Il faudra mettre en place une démarche de mise à jour continue à partir d'un monitoring du produit tout au long de sa vie afin d'optimiser l'algorithme avec des données nouvelles. Donc, on voit bien, ça, c'est surtout pour objectif de vous montrer le travail important qu'il y a à faire en amont, mais bien sûr tout au long des phases du projet. Slide suivante. Donc, dans toutes ces étapes, on comprend bien à quel point on est dans un projet de recherche, comme je le disais, dans le temps long, dans le temps des tests aussi et des vérifications. Et on l'a vu dans un des webinaires où on a présenté le projet Hydro, qu'on vous remet un petit peu ici de façon synthétique à travers ce schéma, le projet Hydro qui vise donc à prédire les crises d'insuffisance cardiaque et à réduire les risques d'hospitalisation pour les patients qui sont porteurs d'implants cardiaques. On a vu avec ce projet Hydro que c'est un projet en intelligence artificielle qui est porté par la start-up Implicity. Ce projet, il combine plusieurs sources de données pour les relier, les analyser. Ils ont donc utilisé l'espace projet. Et à la fin de ce projet Hydro, il ressort un algorithme qui sera mis sur la plateforme. Ici, on voit bien qu'il y a encore, et c'est ça là qu'il faut bien noter, bien avoir en tête, l'importance du travail qui va être à mener, l'importance des tests. Et tout ça dans un objectif, mais plus tard, d'aider le médecin au diagnostic. Mais rappelons bien que l'équipe médicale, elle reste responsable de la décision médicale et que le résultat, par contre, du travail de l'équipe de Jérémy, elle ne se substitue pas à la décision médicale. Donc, pour le dire autrement, le projet en IA, ça débouche sur une probabilité et non sur une réponse. Ça aide donc le médecin, mais qui lui reste le seul à pouvoir décider. C'est bien ici, on est bien sur un projet. Donc, encore une fois, je rappelle, je pense que Claude, tu concluras aussi là-dessus, de projet de recherche long. L'IA peut aider, elle fait beaucoup, mais elle ne fait pas non plus tout, et tout n'est pas à remettre dessus. Je te laisse la parole, Claude, pour faire ces quelques mots de conclusion. Merci. Oui, alors tu l'as dit, et je pense que c'est un point extrêmement important de notre affaire, hein, c'est effectivement la maîtrise entre guillemets de cet outil. Et donc, évidemment, on sait tous et on espère tous que l'intelligence artificielle et l'algorithmique va permettre d'améliorer les soins, etc. Et elle a déjà apporté des progrès dans un certain nombre de domaines. On peut citer l'imagerie en particulier qui a permis effectivement de démontrer en tout cas ses capacités à être efficace dans le fait de trouver des tumeurs ou de déterminer si des images donnaient indiquaient des tumeurs. Bon, le projet qui nous a été présenté, effectivement, est un projet de recherche et donc il est au début et il y a un processus de validation qui doit se poursuivre et évidemment pour arriver jusqu'à la fin de cette validation. Et c'est le premier sujet, c'est qu'on est effectivement sur du temps long et il nécessite pas mal de choses à faire de validation scientifique, de validation opérationnelle, de validation, etc. Le deuxième principe, c'est que et ça a été dit plusieurs fois et je pense que j'y reviens, mais voilà, ça a été dit plusieurs fois, je ne fais que le répéter, c'est qu'il en sort un algorithme avec des probabilités. Voilà. Et l'application d'un algorithme de probabilité à un cas individuel ne peut pas forcément arriver à ce fameux pourcentage de probabilité. C'est-à-dire que vous avez 80% de chances d'être dans le bon côté, ok, très bien, mais il y avait 20% de chances d'être de l'autre côté. Donc si je l'applique à une personne, eh ben, je suis d'un côté ou de l'autre. Voilà. En moyenne, je serai en 80%, mais sur un cas individuel, je peux trouver 1%. Et donc, c'est pour ça que c'est un point important de connaître et c'est le troisième point, c'est que quand on veut intégrer ça dans la pratique médicale, et je pense que c'est très important, il faut être conscient de tout ça. Ça veut dire que l'algorithme, il doit s'être approprié par les équipes médicales, les médecins, les équipes médicales, pour à la fois savoir ce que ça fait, savoir à quoi ça sert, comment ça apporte, et surtout en connaître les limites pour ensuite pouvoir prendre une décision médicale qui soit une décision médicale, comme l'a dit Caroline, de la responsabilité de l'équipe médicale et du médecin, et pas de l'algorithme. Donc donc il y a une forme d'appropriation du fonctionnement qu'il faut à la fois tester et à la fois maîtriser pour arriver à ça. Et le quatrième point, c'est que
par ailleurs, effectivement, le médecin, il doit être aussi en mesure, et l'équipe médicale, d'expliquer pourquoi l'algorithme a conduit à ça. Arthur l'a bien signalé au début, c'est un point important que le patient ne soit aussi lui aussi conscient, entre guillemets, que c'est une assistance, que c'est pas une boîte noire qui aboutit à une décision qui ne dépend de personne. Et donc là, je crois que c'est les 4 points importants sur la maîtrise, entre guillemets, de l'utilisation de l'IA en santé aujourd'hui, telle qu'elle se développe. Et je pense que c'est des points sur lesquels nous aurons à retravailler à la fois je pense l'ensemble des institutions à la fois pour maîtriser ce cadre et évidemment les acteurs premiers concernés, évidemment les patients. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, on arrive. Est-ce que les autres présentateurs ont quelque chose à rajouter pour conclure ou est-ce que c'est bon et on peut passer aux questions, sachant qu'une partie déjà a fait l'objet de quelques réponses. Tout à fait. On a essayé, Ben et moi, d'apporter un maximum de réponses en direct. Alors, nous sommes nombreux aujourd'hui. Nous sommes un petit peu plus de 300 participants. Donc, forcément, il y a une petite foison de questions. Mais il y en a une première, je pense, qui peut être très intéressante, Caroline, parce qu'effectivement, tu as expliqué finalement la proposition de service du Health Data Hub, mais les gens se disent, mais quelles en sont leurs limites? Est-ce que vous faites tout comme une société de recherche clinique? On vous pose le problème et puis c'est gratuit et puis on revient au bout d'un moment avec la réponse? Ou enfin, quelles en sont les limites un peu? Ah bah, on va plutôt dire quel est le rôle en fait Ah voilà. de chacun et peut-être effectivement alors de le dire de façon un petit peu vulgarisée, mais le Health Data Hub peut être parfois perçu comme l'acteur qui va exploiter les données, les utiliser, les analyser, en faire vraiment. C'est pas notre rôle. Nous, le rôle du Health Data Hub, c'est vraiment d'accompagner les projets. L'accompagnement, c'est quoi? Ben, c'est celui d'ailleurs pour le dépôt, et c'est bien ce qu'on a dit dans ces slides, au moment du guichet, hein, où vous déposez le protocole d'étude. Et puis évidemment, ça peut être aussi d'accompagner les projets en intelligence artificielle. Pour ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre en place, par exemple, des ateliers sur la protection des données, des ateliers sur le cadrage du projet, des ateliers qui vont être en fait adaptés alors, à un ensemble de projets. Et donc, ça, c'est assez bien ficelé. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que les projets aboutissent et arrivent jusqu'au bout, c'est-à-dire permettre véritablement d'accéder à ces données de santé. Par contre, notre rôle n'est pas dans l'exploitation stable. Il est possible, dans le cadre de certains projets, de mettre à disposition des data scientists, justement pour pouvoir aider à finalement, comment dire, mettre au propre les données, notamment en situation de chaînage. Mais chacun, évidemment, chacun son rôle. La CNAM apporte aussi son rôle, la CNIL, etc. Et puis, il y a évidemment le rôle des cabinets d'études, dont d'ailleurs tu peux tout à fait tirer un mot, c'est redire ce qu'apporte une CRO, par exemple. Complètement. Je pense que notamment quand alors, il y a un projet d'intelligence artificielle ne mobilise pas forcément des données du SNDS, mais ça peut effectivement, et c'est de plus en plus finalement une solution retenue par un grand nombre d'éditeurs ou de startups de tels outils. Et effectivement, un bureau d'études, parce qu'effectivement, pour travailler sur le SNDS, effectivement, il faut un certain cadre réglementaire et se conformer à un cadre de sécurité. Les bureaux d'études, dont la liste est disponible sur le site de la CNIL, ont pour rôle effectivement d'accompagner notamment en amont, c'est-à-dire pour clarifier parfois un petit peu la méthodologie ou clarifier effectivement quelles sont les données mobilisables, et puis pour accompagner la réalisation de tout ou partie, et puis après, notamment aussi être dans la phase de validation, parce que ça rejoint certaines questions du panel qui sont en ce moment sur, finalement, mais à la fin, ces algorithmes sont-ils un DM? Qu'est-ce qu'ils sont? Et donc, bien évidemment, une fois qu'un modèle est mis au point, il y a toute la question de sa validation, et notamment soit pour un remboursement ou soit notamment pour ne serait-ce qu'un usage clinique. Et donc là aussi, les bureaux d'études, donc CRO, peuvent jouer ce rôle d'accompagnant ou vont s'ajuster à la fois aux autres acteurs et puis, j'ai envie de dire, aux compétences intrinsèques du porteur de projet. Voilà. Il y a peut-être une question pour peut-être Marjorie. La question qui est posée, c'est comment sélectionner les données du SNDS alors qu'on ne sait pas exactement celles qui seront pertinentes dans le modèle que va définir l'intelligence artificielle, sachant qu'on en a un petit peu parlé, il y a un module aussi dédié, mais peut-être un petit peu
répondre à cette question de façon synthétique, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut dire comment les sélectionner. L'idée, c'est de savoir ce que contient le SNDS, surtout pour savoir quelles sont les données mobilisables potentiellement à mettre dans l'algorithme et les solutions apprenantes, quoi. Donc, les données mobilisables du SNDS, comme on l'a dit, ce sont toutes les données qui ont eu un recours aux soins, les patients qui ont eu un recours aux soins avec un professionnel de santé et qui sont remboursés par l'assurance maladie, donc que ce soit une consultation chez un généraliste, un spécialiste, avec effectivement à quelle date il a été voir ce professionnel de santé, mais aussi tous les examens, les actes, les médicaments qui ont été remboursés. Voilà, donc il y a énormément de documentation sur le SNDS maintenant sur Internet et sur le site du HDH. Ces données donc, de l'assurance maladie, comme je le disais, sont chaînées aux données hospitalières, que ce soit les établissements hospitaliers publics ou privés. Donc, on a, et que ce soit n'importe quel champ, donc MCO, HAD, SSR ou RIMP, ou la psychiatrie. Et ces données sont encore chaînées aux causes médicales de décès. Donc, si un patient décède, on connaît la cause grâce au codage qu'a effectué l'unité CEPIDC de l'INSERM. Donc, l'idée, c'est plutôt de connaître quelles sont les données qui pourraient être utilisables et ensuite, ça sera... Si je peux compléter ce que dit Marjorie, c'est Oui. là où il y a nécessité d'avoir une combinaison de compétences à mobiliser. C'est-à-dire que vous avez à la fois quelqu'un qui doit connaître le problème qu'on cherche à résoudre et à la fois qu'il y a des gens qui connaissent les données qui existent pour pouvoir faire ce tri entre effectivement quelles données je mets et quelles données je vais essayer de récupérer pour faire cet algorithme d'intelligence artificielle. Et ça, c'est évidemment des points pas faciles parce que ces compétences, elles sont pas partout et il faut évidemment constituer des équipes et c'est là où l'assurance maladie, le HDH et évidemment les porteurs de projets doivent travailler ensemble pour arriver à constituer et à regrouper ces compétences pour arriver à faire le mieux possible par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. Merci, Et ça Claude. me permet aussi juste de rebondir par rapport à une question aussi qui est posée. Vous pouvez avoir accès en fait à l'ensemble des projets que le Health Data Hub accompagne sur notre site internet et c'est sur l'espace Projet Lauréat où il y a une description relativement pédagogique de chaque projet. Ces fiches sont systématiquement rédigées d'ailleurs avec des citoyens et des associations de patients pour les rendre les plus claires possibles et ça vous donne à voir donc de ces projets accompagnés. Vous avez également le site du répertoire, sur notre site, il y a l'espace répertoire public des projets où il y a effectivement le recensement de tous les projets qui cherchent à avoir accès et donc utiliser les données du système national des données de santé. Peut-être qu'on pourrait mettre les liens qui vont bien. Alors, on arrive au bout de ce webinaire. C'est toujours le même format. On vous présente pendant à peu près 30 minutes et après, il y a ce temps de questions-réponses. Là, on est vraiment au bout de ça. On vous remercie et je réinsiste, je le dis souvent, mais c'est parce qu'on travaille là-dessus et on le fera, de prendre toutes vos questions. Elles ne sont pas mises à la corbeille, bien au contraire, elles sont importantes et on va y répondre et ce sera à un moment donné sur le site et vous en serez informés. Donc, je vous donne surtout rendez-vous au prochain webinaire qui a lieu donc bientôt. Normalement, les mardis de la donnée de santé, c'est chaque premier mardi de chaque mois. Et bien là, on fait très fort parce qu'il y a eu les vacances de la Toussaint et qu'il va y avoir bientôt les vacances de Noël et qu'on a encore plein d'autres programmes dont les entrepôts de données de santé. Donc, on a tout combiné. Et donc, le prochain module a lieu très bientôt et vous allez recevoir un email puisque vous avez participé pour pouvoir vous y inscrire. Donc, merci à tous mes partenaires et donc qui présentent avec moi ce module. Et merci évidemment à vous tous de nous avoir suivis. Et très bonne journée. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.